juste pour nous présenter, je suis avec Karine Molling, inspectrice information et orientation pour le département de la Haute-Garonne. Et donc avec François Bacon, il y a IPRSTI. On excuse Gilles Lérand, IEN-TEG, avec qui on a partagé cette intervention. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une approche avec vous qui soit un petit peu générale, aussi bien dans l'organisation, dans le cadre de l'établissement que dans les disciplines. Après, comment pouvoir accompagner et amener les équipes à soutenir la mission des élèves. Donc, si vous voulez, on s'est appuyé sur le code de l'éducation. Donc, effectivement, on constate qu'il y a 4 points essentiels. Si vous voulez, c'est l'élévation du niveau général scolaire de tous les élèves. Donc, on est bien, si vous voulez, quand on veut soutenir la mission des élèves, on est bien quand on est bien sur les attendus, et ainsi que sur l'acquisition et la consolidation de savoirs fondamentaux nécessaires finalement à construire un projet d'orientation qui conduit effectivement à développer son projet de poursuite d'études, l'insertion professionnelle et finalement une meilleure intégration de tous les élèves dans toutes les dimensions de la vie en société. Et donc, si vous voulez, tout cela finalement a été, on va dire, condensé et repris par les conclusions du sommet de Lisbonne en 2000, où effectivement, plus le niveau scolaire de l'individu est élevé, plus il est facile de s'insérer dans la société et de vivre en citoyen éclairé et en bonne santé. Voilà, donc tout cela finalement pour dire, et on en parlait tout à l'heure par rapport aux politiques publiques, ces conclusions du sommet de Lisbonne, elles sont bien, si vous voulez, elles articulent bien après, depuis une vingtaine d'années maintenant, toutes les politiques qui sont mises en place pour favoriser le projet. Mais voilà, c'était par rapport à tout ce qu'on a présenté, donc c'était bien repartir, si vous voulez, sur les missions du service public et par rapport justement à ce qui avait été dit par rapport justement aux politiques publiques, c'était bien montrer qu'on est finalement dans les conclusions du sommet de Lisbonne en 2000 sur l'élévation du niveau de qualification qui prédestine quelque part à la fois l'insertion professionnelle, le fait de vivre un citoyen éclairé en bonne santé. Et donc du coup, l'idée c'est maintenant de le décliner dans l'établissement. Oui, et au travers donc de notre outil pour l'établissement, c'est un outil qui existe depuis 2015, mais au moins on sait que on est sur quelque chose de structuré, et je fais allusion bien sûr au parcours à venir, qui, même s'il est défini, en fait, rien n'a changé dans le travail qui était demandé pour mettre en place ce parcours à venir, mais il était essentiellement fondé sur des compétences en collège. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer le travail autour de l'orientation au lycée pour qu'on puisse être sur cette formation initiale qui forme le citoyen à s'orienter tout au long de la vie avec des compétences qui sont transversales, et ça fait écho à tout ce que a évoqué Jean-François tout à l'heure. Donc, garder en tête cette mission de service public, de préparer le citoyen en partant de ce qu'il est, c'est-à-dire l'aider à se connaître soi-même, et puis ensuite de pouvoir combiner dans chaque niveau les objectifs du parcours. Alors, on vous les a rappelés, ils sont à l'écran, la découverte du monde économique et professionnel, le développement de l'esprit critique, de l'esprit d'initiative, de création, et la formation à du choix d'orientation, et notamment donc, dans le cadre de l'orientation active, parce qu'on souhaite que l'élève participe pleinement de son parcours et le construise. Dans la diapo suivante. François, oui, merci.
En fait, on vous a remis les objectifs de ce parcours à venir, donc rien ne change, on est toujours sur cette aide à aider l'élève à se connaître. Donc, mais l'idée, c'est surtout de ne pas lui venir vers lui, mais plutôt partir de lui, se connaître pour se construire lui-même un parcours de formation et d'orientation. Alors l'idée, c'est bien sûr de préparer l'après-bac. Je rappelle qu'on est sur ce continuum moins 3+3. Et l'idée de la mise en perspective, c'est peut-être ce qui est nouveau dans la façon de mettre en œuvre le parcours à venir dans les établissements. C'est-à-dire le rendre lisible pour que l'élève soit en projet. Alors quand je parle de l'élève, je parle toujours aussi de sa famille et de la relation entre les équipes et la famille, ce lien de confiance pour travailler notamment toutes les représentations dont on a parlé tout à l'heure, dont a parlé Jean-François également. Donc, je vais aussi l'écran, c'est de permettre aux élèves les 3 mois de formation de réviser, d'affiner et de conforter les choix d'études. Donc, ce sont ces 3 mots-clés, en fait, ces 3 verbes d'action dans lesquels il faut essayer de mettre l'élève en dynamique. Et peut-être du coup sur la diapo suivante, pour justement permettre tout cela dans l'établissement, c'est bien d'instaurer une démarche collective. Donc depuis maintenant l'année scolaire 2020-2021 a été mise en place l'évaluation des établissements. Et dans le cadre de l'évaluation des établissements, il y a toute une partie d'auto-évaluation. Et cette partie d'auto-évaluation, notamment dans le domaine 1 qui consiste à interroger dans l'établissement le projet, le parcours des élèves dans l'établissement et la réussite notamment aux examens, c'est de se poser cette question qui est la première question que vous voyez à l'écran, c'est comment analyser la question 2, c'est comment analyser l'organisation et le fonctionnement de l'établissement en matière d'orientation et de parcours des élèves. Cette question-là, elle est fondamentale pour justement essayer après d'organiser au sein de l'établissement et de formaliser tout ce qui concerne les actions et finalement à la fois, et on le verra avec les interventions de François et ce que nous ferons pour Gilles Lérand dans la voie professionnelle, c'est finalement comment dans l'établissement, collectivement, on s'attache à mettre en place un parcours d'orientation qui permette d'avoir à la fois une progressivité et finalement d'analyser comment dans l'établissement on peut être plus efficient sur le parcours des élèves. Le deuxième point, c'est un des objectifs de l'évaluation des établissements, de l'école au collège en passant par le lycée, c'est d'améliorer la qualité du service qu'on rend à l'usager. Et dans cette qualité du service qu'on rend à l'usager, effectivement, si on revient sur les missions qui nous sont adressées en termes d'élévation du niveau des élèves et de leur réussite, il y a 3 focales. Donc, c'est informer et éduquer à l'orientation, c'est formaliser et communiquer du coup sur le parcours à venir, et ça c'est fondamental puisqu'il faut que, si vous voulez, à la fois les élèves et les familles aient la connaissance de ce parcours d'orientation, de ce projet qu'on leur présente en 4 ans au collège ou en 3 ans, que ce soit au lycée général, technologique ou professionnel, pour qu'on puisse finalement, dans le cadre de cette progression, susciter l'ambition. Donc il y a effectivement la connaissance des actions qui sont proposées chaque année, et ça effectivement c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, puisqu'il faut que cette construction elle soit progressive et qu'elle puisse s'appuyer sur des documents, on en parlera dans l'intervention qui suivra, pour in fine développer ces pratiques collaboratives qui ont aussi du coup pour objectif de faire en sorte qu'il y ait une construction qui parte du chef d'établissement jusque dans la classe pour faire en sorte que ce travail autour de la mission, du projet d'orientation finalement, soit réellement mis en place. Et du coup, ça me permet de laisser la parole à François pour enchaîner sur le côté disciplinaire. Oui, donc mon intervention, elle est plus effectivement, comme l'a dit
comme l'ont dit les collègues, sur la dimension de l'action de l'équipe pédagogique finalement vis-à-vis du portage de cette motivation. Le premier levier, et ça fera écho, je l'espère, à ce qu'a dit M. Camps sur la dimension de la réussite, qui est le moteur de la motivation et de l'ambition. Effectivement, mettre en situation de réussite l'élève et finalement est un élément majeur dans la capacité à lui ouvrir des perspectives, à lui donner la confiance en soi et donc à se projeter sur son avenir, sur son projet professionnel, son parcours de formation. Cette réussite, comment la construire? Elle doit se traduire finalement au travers notamment de plusieurs leviers. J'en cite 3 qui me semblent particulièrement importants. L'évaluation, la dimension de l'évaluation, de ces différentes formes d'évaluation, et je parle bien d'évaluation et non pas forcément de notation, qui sont pour moi deux choses quand même différentes. Et cette progression et cette progressivité dans l'évaluation, dans la capacité finalement à maîtriser les compétences attendues des différents contenus de programme, sont des éléments qui permettent justement de renvoyer à l'élève à la fois les points d'amélioration, les points de réussite, et qui le mettent en situation justement de pouvoir se projeter sur ce qu'il est capable de faire, et donc sur son propre regard de ce qu'il maîtrise. Et ça veut dire aussi forcément qu'on doit différencier, on doit finalement modifier les différentes modalités d'évaluation qui permettent aussi de pouvoir appréhender de différentes façons, c'est-à-dire au travers d'activités pratiques, on a aussi toujours des activités assez classiques d'évaluation, mais aussi la notion d'auto-évaluation, qui sont des moyens aussi qui permettent aussi d'avoir un propre regard sur ce que l'élève finalement réalise. En lien aussi, deuxième levier, la différenciation. La différenciation pédagogique est aussi un élément extrêmement important, dans le sens où forcément, en fonction de la façon dont les contenus et les activités sont menés avec les élèves, en fonction, je dirais, de son parcours et de son niveau de maîtrise, prendre en compte, je dirais, ces spécificités est un moyen justement de pouvoir le mettre en situation de pouvoir être en réussite, et qui peut s'accompagner aussi, je dirais, de dispositifs, ce que j'appelle dispositifs externes, qui sont l'accompagnement personnalisé, qui sont des leviers importants, mais qui permettent de cibler finalement un certain nombre de situations spécifiques sur un temps défini pour justement éclairer et porter, finalement, étayer l'élève dans sa construction des compétences qui sont attendues. Mais on peut aussi, au-delà de l'accompagnement personnalisé, parler d'un autre dispositif comme Devoir fait, avec un système finalement de circulaire entre le constat que l'on peut faire dans le temps scolaire, le temps de devoir fait et le retour avec l'accompagnateur qui est présent dans Devoir fait, qui retourne finalement sur les constats et justement porter l'élève dans sa situation d'apprentissage, et donc développer là aussi, mettre l'élève en situation de réussite. Dernier point de levier pédagogique sur cette thématique, c'est la dimension finalement de mettre l'élève en situation de démarche active. C'est-à-dire que l'élève est à l'initiative du questionnement, pas systématiquement forcément être dans une dimension purement déductive, descendante, où finalement l'élève peut se trouver en situation passive et qui ne fait pas naître nécessairement le questionnement utile et qui permet de donner du sens et de la compréhension dans l'action qui est faite par l'élève. L'autre point aussi, un deuxième point qui est important pour porter cette réussite, c'est évidemment la notion de réussite, elle se traduit au travers de la réussite au niveau des apprentissages académiques, mais pas seulement, ça a été dit effectivement dans la première intervention. L'inclusion de l'élève dans son environnement social est aussi un vecteur finalement je dirais de réussite pour lui, de sentir
bien finalement dans ce qu'il fait, dans ce qu'il mène, et notamment les démarches de projet, les travaux de groupe qui finalement mobilisent au-delà des compétences académiques, des compétences sociales, des compétences différentes et qui permettent finalement de valoriser autrement aussi l'action de l'élève dans un groupe ou dans ce qu'il portera en termes d'autonomie. C'est de nature à justement à remettre, à redonner de la perspective à l'élève. Alors, on a effectivement au sein, je dirais, de nos enseignements, des pratiques de démarche de projet au niveau pédagogique, au niveau des activités au sein de la classe, mais aussi tout ce qui contribue aussi à porter ce type d'action, c'est les participations à des concours, des olympiades, des défis solaires, concours d'éloquence, enfin, toute une somme de concours qui permettent aussi de valoriser à la fois l'action de l'élève de façon individuelle ou de façon groupée pour justement mettre en perspective ce qu'est capable de faire ce ou ces élèves-là. Je vais vous donner un exemple très précis. Notamment, j'étais récemment, et je salue aussi les chefs d'établissement du lycée Anne-Votre, dans le lycée Anne-Votre où les éco-délégués ont reçu un prix national, et à interroger les élèves, on voyait à quel point finalement cette mise en perspective leur donnait vraiment de l'ambition, et chaque élève qui avait participé à ce projet se projetait directement dans un cursus post-baccalauréat précis, connu, avec un vrai projet. Et donc, on voyait aussi donc, cette dimension de motivation et d'ambition qui était portée. Dernier point par rapport à cela, c'est évidemment d'encourager les élèves à s'inscrire dans les différentes instances de la vie de l'EPLE, les éco-délégués, représentants d'élèves, etc., qui permettent finalement aussi de développer cette dimension d'engagement, cette dimension aussi d'autonomie de la part de l'élève, qui contribue aussi à construire cette motivation. L'autre point aussi au niveau pédagogique, c'est l'ambition se crée aussi par la compréhension, je l'ai dit tout à l'heure, des situations d'apprentissage, qui est parfois une certaine difficulté. Il est clair que la contextualisation par rapport à la notion d'enjeux sociétaux, c'est-à-dire raccrocher finalement ce que l'on développe en termes de contenu par rapport à des problématiques concrètes, connues, quelles que soient, et ça c'est tout à fait envisageable dans toutes les disciplines finalement. C'est de nature finalement à donner du sens et donc à comprendre, à aider l'élève à comprendre finalement ce pourquoi il engage son action et son activité. C'est aussi l'occasion de cette contextualisation à ouvrir sur une dimension une ouverture sur les métiers et donc finalement de mettre de la perspective dans ce qu'on est capable de pouvoir développer dans nos contenus d'enseignement. Et aussi de dépasser finalement des représentations stéréotypées par rapport, justement, que ce soit des métiers ou des activités ou des tâches qui peuvent être menées, et davantage finalement de dépasser, je dirais, ces stéréotypes pour vraiment remettre en perspective finalement ce qu'est la réalité de la situation sur différents domaines, que ce soit des métiers, que ce soit des champs économiques, quelles que soient les activités. Et donc cela, c'est aussi quelque part recréer de l'ambition. On le sait très bien, on a des domaines qui sont très genrés, dans des domaines, dans les filières, dans les domaines scientifiques. On sait dans le post-baccalauréat qu'on retrouve beaucoup plus finalement de garçons que de filles, notamment je pense au numérique, alors que finalement, ce travail-là, finalement, se construit au fil de l'eau, au travers même de nos actions en termes de formation avec les élèves en situation de classe. Dernier point aussi au niveau je dirais du portage de la motivation et de l'ambition, c'est une réelle problématique, cette dimension de la mobilité. Il est clair que la mobilité est un vecteur de l'ambition. Être capable finalement de se projeter sur des formations qui ne sont pas à proximité, un peu plus loin, donc dépasser ce cadre-là, c'est aussi finalement se dire oui, finalement, c'est tout à fait envisageable de me projeter sur des formations qui sont à plusieurs dizaines, à un autre département, voire une autre région. Donc ça incite finalement et ça en tant qu'acteur de l'équipe pédagogique, on a différents leviers
particulier dans le cadre du PEAC, avec justement des financements de projets de déplacement, dans les cadres de partenariats avec des projets européens, dans le cadre aussi de relations avec l'environnement économique qui peuvent être menées, ou de structures du supérieur dans les stages d'immersion, coordonner la réussite, etc. Tout ça contribue finalement à construire et à donner une visibilité sur la capacité de l'élève à pouvoir se déplacer, se mouvoir et finalement de rendre concret des choses qui parfois leur semblent abstraites et donc parfois inaccessibles. Voilà. Merci. Karine, Romain. Alors oui, François, merci. Donc pour continuer sur tes propos et finalement expliciter un petit peu le travail qu'on a fait avec Gilles Lérand. Donc une des complexités de travailler la mission, c'est dans la voie professionnelle, puisque si on regarde un petit peu à la fois le regard que peuvent poser les familles, les jeunes, les médias, à travers même des films récemment mis à l'écran, on constate qu'il y a quand même une représentation de la voie pro qui permet difficilement de travailler la mission avec les élèves. Donc, il faut vraiment dépasser ces stéréotypes sociaux et c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qui est un des leviers qui est à mon sens très important, c'est que depuis quelques années, on a vu l'apparition de campus des métiers et des qualifications qui permettent à la fois de pouvoir se projeter en termes de formation, en termes de métier, de montrer toute la chaîne et tous les parcours possibles dans la voie professionnelle. Et ces mises en perspective sont de nature aussi, finalement, à travailler au-delà de la formation à N+1, N+2, mais vraiment d'engager un processus d'orientation vraiment à plus long terme et de montrer toutes les possibilités, finalement, à la fois de formation et d'insertion pour les élèves qui s'engagent dans la voie professionnelle. Même s'il y a effectivement, on le sait, beaucoup de travail pour faire évoluer ces représentations. Alors, ces représentations, peut-être dans la diapo suivante, elles peuvent être travaillées dans le cadre de l'accompagnement renforcé, notamment, mais aussi dans la contribution de chaque discipline, mais aussi du milieu professionnel. Et c'est en ça que la voie professionnelle, elle a un atout à faire valoir. C'est finalement cette implication que peuvent avoir aussi que peut avoir le milieu professionnel pour faire en sorte que, au-delà de la formation qui est dispensée à l'élève, tout ce qui concerne le travail dans l'entreprise et toutes les possibilités d'évolution sont aussi de nature à faire en sorte que les élèves puissent s'engager sur des processus, et on le voit par le biais du module en terminale professionnelle et du module poursuite d'études, sur finalement un engagement après en section de technicien supérieur. Voilà. Mais ça, effectivement, ça demande aussi aux équipes d'avoir un vrai travail dans le cadre de cet accompagnement renforcé sur le volet orientation, par le biais du développement de compétences, des IEN ETEG aussi, dans le groupe de travail académique qu'on a sur les compétences orientées, souhaitent vraiment s'engager sur cette thématique-là. Et avec effectivement là aussi des stratégies d'équipe à mettre en place, à la fois en termes d'exigence, mais aussi en termes de responsabilisation, puisqu'on voit que des élèves qui étaient en difficulté en troisième dans un cursus général sont vraiment très très engagés après dans la voie professionnelle et sont en réussite autour des champs professionnels notamment. Je voudrais rajouter peut-être que ce travail autour de la représentation, il est important. Il est important de le travailler alors, le plus en amont possible, dès le collège, et peut-être pas toujours de manière individuelle. Je crois que plus ce travail pour accepter, pour dépasser les situations sociales, les environnements géographiques, les territoires, qu'ils soient ruraux ou cités éducatives, peut-être que c'est intéressant aussi de le travailler en groupe à travers un échange avec les pairs et avec les familles. On peut peut-être répondre
aux questions, s'il y en a. Alors, oui, il y avait alors, il y a deux questions. Une qui porte davantage sur des pistes de travail sur le parcours à venir en 6e. Donc, je ne sais pas si on y répondra ici, effectivement. Et la seconde question qui porte sur comment faire une fois que le parcours d'orientation a été réfléchi et validé et que finalement l'élève n'est pas affecté dans son choix d'orientation et comment effectivement dans ce contexte-là on peut l'aider à maintenir un sentiment d'efficacité. Mais je crois que c'est tout l'enjeu justement de l'accompagnement à l'orientation. Accompagnement à l'orientation, ça ne veut pas toujours dire réussite et ça veut dire aussi on se projette dans une voie, mais il faut aussi se projeter dans un principe de réalité. Et la déroulement de l'affectation fait partie de ce principe de réalité. Donc, toujours accompagner peut-être un plan B ou accompagner aussi le fait que pour avoir telle filière qui va être plus en tension, il faut faire partie des meilleurs et c'est difficile, mais ça fait partie des choses aussi dans cette acquisition de la compétence à s'orienter, des choses à interroger et le plus en amont possible. Alors après, ce ne sera pas dans le département du Lot, puisque tous les élèves ont leur choix d'orientation. Ça aussi, non, mais pardon, ça fait aussi partie justement, avoir un projet d'orientation, ça veut aussi dire envisager une mobilité, parce que peut-être qu'il n'est pas réalisable en Haute-Garonne, mais il est dans le Lot. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais ça fait partie des choses à envisager quand on a un réel projet. Et peut-être pour répondre à la première question, par rapport justement au cycle 3 et à la liaison école-collège, moi je pense que c'est effectivement ces questions-là qu'on doit se poser sur comment, qui sont nos élèves, comment mettre en place un parcours d'orientation et comment mieux les accompagner. C'est tout l'enjeu finalement de cette question-là. Et donc c'est ce qu'on fait ensuite sur la liaison collège-lycée, ou la liaison lycée-enseignement supérieur, c'est déjà se la poser au moment du passage sur la fin du cycle 3, CM2 6e. Voilà, c'est qui sont nos élèves et comment nous allons les accompagner au mieux sur un parcours, puisqu'on sait que c'est dès cet âge-là, finalement, où les choses finalement commencent à se jouer et sur finalement les premières difficultés qui peuvent apparaître au niveau du collège, c'est finalement voilà, comment on anticipe là-dessus et comment on accompagne les élèves sur un parcours tout au long du collège. Mais peut-être François peut y répondre également. Oui, en fait, par rapport au cycle 3, je pense que c'est le cycle 3 enfin, tous les cycles sont importants. Il n'y a pas de cycle moins important que les autres. Le cycle 3 est particulièrement important sur la dimension des représentations et des stéréotypes, parce que c'est très tôt que se forge un certain nombre de représentations par rapport à des activités potentielles et donc forcément des métiers futurs. Et donc forcément, cette dimension de pouvoir porter au travers d'actions dans le cadre des différents plans qui sont mis en place, hein, je pense notamment au plan sciences dans l'école, à l'école élémentaire, c'est de nature aussi à permettre d'éveiller et de dépasser le cadre justement des stéréotypes qu'on citait tout à l'heure. Cette dimension, effectivement, au niveau du cycle 3 est particulièrement importante parce qu'effectivement, elle va projeter les élèves dans le collège et finalement, plus on tarde, plus finalement on a de difficultés à pouvoir corriger ces situations. Yeah. Farid Jamal, vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai bien élaboré ma question, je vais essayer. Ça rejoint un petit peu la remarque par rapport à la première intervention sur le fait que finalement, dans les approches qui sont développées, on responsabilise beaucoup l'individu et l'élève. Et je vois bien toutes les incidences au niveau pédagogique. Mais les questions que je voulais poser à mes collègues
et aux spécialistes, on va dire, de l'orientation, ça concernait aussi l'institution elle-même. C'est-à-dire que ce que je voulais savoir, c'est par rapport à tout ce qui est dit là ce matin, est-ce qu'on est dans la bonne organisation au niveau de l'institution, puisqu'on est autorisé à penser aujourd'hui, donc je libère un peu la parole. Et voilà, est-ce que ce travail de l'orientation, est-ce qu'il pourrait s'organiser autrement? Est-ce que par rapport aux besoins qu'on vient d'identifier, on n'est pas parfois un petit peu dans la contradiction? Alors, je vais donner un exemple. Souvent, les inspecteurs et moi-même, et l'institution dans sa globalité, on analyse les résultats des établissements ou des élèves obtenus dans certains établissements au regard de l'origine sociale, et on a des attendus qui sont adaptés un petit peu à justement cette origine sociale. Donc, est-ce que finalement, en procédant de la sorte, on n'est pas un petit peu dans la contradiction par rapport à ce qu'on veut faire in fine, quoi? Enfin, je ne sais pas si je suis clair quand je vous dis ça, mais la question que je veux vous poser, c'est vous, à votre place d'inspecteur, est-ce que vous voyez aussi des modifications structurelles au niveau de l'organisation scolaire qui pourraient permettre d'aller plus facilement vers ce que vous préconisez? Nous, ce qu'on disait, c'était que justement, ce parcours à venir, il n'est pas simplement l'affaire de l'élève, ni d'un programme qu'on va lui proposer, mais vraiment d'une réflexion d'équipe. Romain a parlé de ce travail collectif, et que le collège, le lycée, dans son environnement socio-économique, réfléchissent à, alors pas tant l'origine des élèves, mais aller peut-être encore plus au plus profond, qui sont-ils et quels sont leurs besoins. Parce qu'on ne peut pas parler de la même... On parle toujours d'ambition, mais un établissement dans le collège, dans le Lot ou au centre-ville de Toulouse n'aura pas forcément les mêmes besoins, et pourtant, on est souvent sur les mêmes freins au niveau de l'ambition. J'en veux pour preuve le même CAP qui est demandé dans le lycée d'une cité éducative, par exemple. Donc, on est toujours sur des mêmes problématiques de mobilité, de représentation. Mais c'est intéressant que ce soit les équipes qui s'interrogent sur ça. D'abord parce qu'à plusieurs, on est plus compétents pour réfléchir à la mise en œuvre d'actions qui vont être progressives, au long cours, visibles, et qui vont pouvoir faire échanger sur ces représentations. Dès le collège, donc c'est important aussi pour répondre à la question sur que fait-on en sixième. En sixième, bien entendu, on ne va pas demander à un élève de savoir ce qu'il veut faire, mais avoir petit à petit des connaissances des métiers, des entreprises et de l'environnement dans lequel il évolue. Ça, c'est important, d'échanger avec des pairs. On reçoit en lycée des jeunes qui passent dans cette phase de l'adolescence où ils sont en train de construire une représentation qui est intériorisée d'eux-mêmes et de leur environnement. Et c'est petit à petit qu'en organisant ces informations, que nous, on doit lui donner ou l'aider à aller chercher, que petit à petit, il va hiérarchiser un petit peu le monde, la façon dont il va se représenter le monde. Donc, c'est ces intentions d'orientation en fait, qui vont pouvoir l'aider à petit formaliser un projet. Voilà. Ouais, j'ajouterais qu'un autre point très important aussi, qui peut être un élément qui permet je dirais, d'améliorer le fonctionnement, c'est d'aller davantage, d'être ouvert davantage sur des structures partenariales, que ce soit évidemment les collectivités locales, mais aussi les partenaires économiques. C'est de nature finalement à faire rentrer à quelque part, à mieux ouvrir finalement l'élève dans son environnement, les équipes pédagogiques aussi dans ce que je disais tout à l'heure, la notion de concret, d'enjeux aussi sociétaux, dans cette dimension de contextualisation, le fait de travailler de façon plus étroite avec des partenaires de différentes natures, ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. Hein. Je pense aussi des partenaires comme le muséum, etc. sont des partenaires qui permettent justement de pouvoir redonner de la perspective. Donc, ouvrir, et à tous les niveaux. Et l'autre partenaire important aussi, c'est de s'appuyer aussi sur, puisque les collègues aussi sont aussi présents, c'est sur l'enseignement supérieur pour permettre aussi d'avoir une analyse peut-être plus fine encore
de ce qu'on est en capacité de faire et de justement dépasser le cadre de, je dirais, cette dimension de stéréotype pour ouvrir une analyse précise de notre situation et de lutter contre cette stéréotype. Et je pense que ça se met en place sur des études partenariales. Il y a eu notamment, je pense, à l'expérimentation IFRAM qui se mettait en place, mais de lier peut-être davantage aussi des études sur l'école aussi, c'est de nature aussi à ouvrir davantage des perspectives. Voilà. Oui, et puis, ce qui est très important aussi, et pour prolonger ce que dit François, c'est effectivement, dans le cadre de ce développement des pratiques collaboratives, c'est déjà se poser déjà les bonnes questions dans l'établissement, effectivement, ouvrir le champ des possibles et effectivement pouvoir s'appuyer aussi sur les compétences de chacun, puisqu'on sait que maintenant la région a la compétence information, c'est comment finalement aussi faire en sorte que cet acteur-là puisse permettre aux élèves et aux familles d'avoir d'autres perspectives. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je pense aussi à des dispositifs qui sont institutionnels, comme les cordées de la réussite, les semaines de l'orientation. Il y a énormément de travaux mis en place autour de l'oral pour faire en sorte justement que ce projet puisse maturer et arriver, on va dire, à un point d'orgue sur le grand oral ou le chef-d'œuvre. Donc, pour répondre à ta question, Farid, moi je pense qu'effectivement les choses bougent, les choses évoluent. On se rend compte que c'est plus l'affaire du professeur principal ou du PsyEN et que finalement il y a une volonté d'ouverture à l'ensemble de l'établissement par le biais, pourquoi pas, de conseils pédagogiques dédiés à l'orientation, justement dans le cadre de l'auto-évaluation des établissements, plus toutes les actions comme on l'a cité, et on pourrait en citer d'autres, notamment en accordage, justement, qui visent justement à faire en sorte d'ouvrir par le biais, je prends l'exemple des immersions croisées, et finalement plus s'acculturer, mieux s'acculturer entre enseignants du second degré et du supérieur. Moi, je pense que les choses quand même évoluent d'une manière qui permet d'avoir un petit peu d'optimisme. Et puis on sort de la dimension Si les réponses se font 10 minutes, on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'on peut prendre la question d'Hélène Homs? Oui, j'entends, je donne la parole à Hélène, bien entendu. C'est simplement pour dire qu'on sort uniquement de la vision élève et on ouvre vers l'individu. Et donc, l'école s'ouvre aussi à ses partenaires dont on vient de parler. Tout à fait. Hélène Homs. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je voulais réagir, c'était plus une réaction d'une part aux questions là, qu'on voit apparaître, certaines questions qu'on voit apparaître sur le chat, et puis à la question que posait Farid Djemal par rapport à ce que nous, institutions, pour faire le nous très collectif, institutions, on pourrait mettre en place pour accompagner les évolutions et être un peu moins dans la contradiction. Parce qu'effectivement, d'un point de vue, dans l'idéal, il faudrait que la répartition sociale de la population se retrouve dans toutes les formations, que ce soit le bac pro, les écoles d'ingénieurs ou un CAP. Et dans la réalité, on voit bien qu'en formation en CAP, en tout cas sous statut scolaire ou en apprentissage, ce sont les familles, les populations, les enfants issus de populations les plus dites défavorisées qui s'y retrouvent. Donc là, effectivement, on a cette difficulté-là. On a un autre problème qui me semble qui n'a pas été évoqué, en tout cas formalisé, c'est que les jeunes qui sortent de collège, qui arrivent au lycée, sont de plus en plus jeunes. On ne redouble pas, on ne redouble plus, ni à l'école primaire, ni au collège quasiment. Et donc se pose effectivement cette question du choix, ce que l'on impose à certains élèves et pas à d'autres, lorsqu'ils partent vers la seconde professionnelle, avec une insuffisance en termes de structure et d'offres de formation et de parcours, des passerelles. Les passerelles, elles existent, elles sont effectivement réglementées, mais dans la réalité de l'offre de formation, elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes, par exemple, pour passer de la seconde GT, générale et technologique, vers la première professionnelle.
Et elles ne sont pas encore suffisantes, à mon sens, mais vous allez peut-être du bac pro vers l'enseignement supérieur. On ne donne pas suffisamment à voir des possibilités de parcours et de poursuite. Et c'est sans doute là-dessus qu'en termes de politique publique, il faut insister de plus en plus. Et le dernier point que je voulais aborder, parce que je vais être très, pas me prendre trop de temps, c'est on a expérimenté il y a quelques années le choix de la voie d'orientation donnée aux familles entre la troisième et la seconde, enfin, et le poste 3 pour être large, seconde générale, technologique et professionnelle. Et on est resté un petit peu au milieu du gué. Il me semble qu'il faut aller à une marche supplémentaire, sachant que malgré tout, bien entendu, à un moment donné, pour répondre, il y aura une sélection, puisqu'à un moment donné, il y a une sélection, et à un moment donné, les jeunes doivent se confronter à l'échec. Et ça fait partie de la vie de toute façon. Et puis en termes de politique générale et d'insertion professionnelle, on cherche aussi à former des gens qui soient compétents. On a envie d'être soigné par un médecin compétent, on a envie que notre véhicule soit réparé par un professionnel compétent. Donc à un moment donné, il y a de la sélection, et ça c'est absolument incontournable. Mais faire de la sélection au moment où le jeune se construit, pour renvoyer à la psychologie, c'est effectivement à accompagner de façon plus particulière et éviter le sentiment d'échec. Et ça reprend l'intervention de Jean-François Camps. Voilà. Merci. Qui répond? Ça répond effectivement à la remarque de Mathilde Girard. Hein. Effectivement, il y a deux choses. Hein. Il y a travailler avec les élèves et essayer de transformer après le système et ce sur quoi on peut travailler. Donc, je rejoins vraiment Hélène, on a besoin de davantage de place, et notamment en passerelle. Mais justement, c'est un des leviers pour lutter contre ces déterminismes sociaux, mais ce n'est pas le seul d'avoir des places, parce qu'on ne peut pas ouvrir autant de places que les demandes que nous avons, parce que justement, parfois, ces demandes, elles ne sont pas sécurisées. Comme elle l'a dit, l'échec, ça fait aussi partie du parcours. Et le projet d'orientation, après, il faut qu'il arrive à être validé et à être surtout sécurisé. Très bien. Bon, ben, je pense qu'on va rester là. On a quand même plus ou moins répondu à des questions, en partie à des questions qui se trouvaient dans le chat. On pourra peut-être y revenir à la suite des prochaines interventions.